Quel rapport entre une 2 chevaux et la voiture électrique? Eh bien, c'est le rétrofit. Non, il ne s'agit pas d'une énième tendance ou mode rétro, mais bien d'une réalité technologique et économique. Cet anglicisme un peu étrange désigne l'activité qui consiste à convertir des voitures thermiques, généralement anciennes, en voitures électriques. Né il y a une trentaine d'années aux USA, où les normes d'homologation sont beaucoup moins strictes que chez nous, le rétrofit a réellement démarré en France en 2020, après la publication d'un arrêté autorisant cette activité. Depuis, de nombreuses startups et entreprises se sont lancées ou spécialisées dans ce secteur que l'on dit prometteur. On en compte une bonne dizaine en France, même si en réalité il reste encore de nombreuses barrières pour un vrai décollage, comme notamment des démarches d'homologation très compliquées et extrêmement coûteuses. Alors, y a-t-il un réel marché pour cette activité? Comment cela fonctionne-t-il? Et quels en sont les enjeux? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Stéphane Vimez, directeur général de Airfit, une entreprise basée à Cassis, qui est pour le moment la seule en France à avoir obtenu la très convoitée homologation pour ses voitures rétrofitées. Cet épisode est sponsorisé par MrEV.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEV.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEV.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mr-ev.com. Bonjour Stéphane Vimez. Bonjour Eric Dupin. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise Airfit? Airfit Vintage, en fait, c'est la marque qui regroupe les activités de rétrofit de la société Méhari Club Cassis, alors qui est plus connue des passionnés de 2 chevaux et de Méhari, puisque on refabrique les pièces détachées pour ces véhicules-là. C'est une entreprise qui fête ses 40 ans cette année. On emploie 70 personnes. On est basé dans une région formidable, près de Marseille, dans les Calanques de Cassis. Et donc, on a eu à cœur de préserver notre environnement. Donc, ça fait partie aussi un peu de notre ADN. Et très rapidement, on a démarré une activité dans l'électrique dès 2016. D'accord, donc là vous faites parmi vos activités principalement du rétrofit. Alors en quoi ça consiste exactement le rétrofit? On en parle beaucoup, mais je suis content d'avoir un spécialiste de la question qui va nous expliquer en quoi ça consiste exactement. Non, vous avez raison, rétrofit, c'est pas forcément un terme explicite. Ce qui décrit le mieux l'opération, c'est la conversion électrique, puisqu'en fait on convertit un véhicule thermique en électrique. On a aujourd'hui un cadre réglementaire qui nous permet de le faire, c'est-à-dire qu'on prend un véhicule existant, on enlève son moteur thermique, on y émet un moteur électrique et on retire évidemment le réservoir d'essence, la ligne d'échappement, enfin tout ce qui est lié à la motorisation thermique, et on va installer un pack batterie et puis tout ce qui est d'électronique de gestion du système électrique. Ça existe depuis combien de temps en fait? Parce qu'on a l'impression, finalement c'est un terme qu'on connaît, qu'on découvre même parfois. Et puis, on ne sait pas du tout en fait si c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps ou si ça date de ces dernières années. Alors c'est une bonne question, ça existe depuis 20 ou 30 ans aux États-Unis où on a un territoire traditionnellement de liberté quand il s'agit de modifier un véhicule. En France, c'est beaucoup plus récent puisque jusqu'en avril 2020, c'était une activité qui était inexistante puisque réglementairement, on ne pouvait pas changer le moteur d'un véhicule sans l'accord du constructeur. Donc le grand changement, c'est avril 2020, publication d'un arrêté qui a permis et autorisé la conversion d'un véhicule thermique en électrique et qui a donné naissance au rétrofit. Alors vous dites sans l'accord d'un constructeur. Alors ça c'est une notion intéressante et un peu étonnante. Moi j'imaginais que la nouvelle réglementation permettait donc de transformer une voiture thermique en électrique, mais avec l'accord non pas du constructeur, mais de l'État en fait, et de la loi. Et en fait, il y avait cette réglementation qui permettait à un constructeur d'interdire qu'on change la motorisation, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que bon, le véhicule, c'est lui qui l'a conçu, c'est sa propriété intellectuelle, et donc on ne pouvait pas faire de modifications importantes comme celle de la changement de motorisation sans son accord. Et donc l'arrêté, ce qu'il amène, c'est qu'uniquement dans le cadre de la conversion électrique, on peut se passer de cet accord. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, vous avez un véhicule qui a un moteur diesel et vous voulez mettre un moteur essence à la place, vous pouvez pas le faire sans l'accord du constructeur. Donc c'est en fait, on devrait, si on voulait le faire, on devrait avoir 2 accords. En fait, c'est l'accord du constructeur et après l'accord du service des mines. Enfin, ouais. Bien sûr. Et donc, on considère que le moteur fait partie. C'est une question de propriété intellectuelle. Alors, c'est une question de propriété intellectuelle, mais surtout, c'est une pièce qui fait l'objet d'une homologation.
puisqu'il y a des tests autour d'un moteur thermique, comme d'ailleurs autour d'un moteur électrique, avec des normes européennes derrière. Et donc, quand vous le modifiez, le véhicule qui avait été préalablement homologué avec le moteur précédent, théoriquement ne l'est plus. Donc, il y a aussi des engagements de responsabilité. Un constructeur, il porte une responsabilité sur la conception de son véhicule. Donc, à partir du moment où on fait des modifications là-dessus, ce genre de questions se Bien posent. sûr. Alors, c'est une petite question justement un peu hors sujet, mais est-ce que ce type de réglementation concerne d'autres pièces sur une voiture ou est-ce que c'est uniquement le moteur? Alors là, vous me posez une colle, mais j'aurais tendance à vous dire que à partir du moment où vous changez une pièce qui a reçu une homologation, vous êtes confronté à ce type de Donc problématique. des problématiques d'homologation, de sécurité. Ouais, d'homologation et in fine, voilà, de sécurité pour le client. En fait, souvent, on met en avant les États-Unis ou l'Angleterre avec la grande liberté que présentent ces marchés-là, mais en même temps, pour le client final, il y a une sécurité qui est quand même plus faible, puisque, entre guillemets, on peut avoir des bricoleurs, certes de génie, qui modifient des autos, sans avoir toutes les compétences nécessaires pour le faire. Alors justement, votre métier, ça consiste en quoi? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez une spécialisation? Je sais que vous travaillez beaucoup sur des voitures un peu anciennes. Donc expliquez-nous un petit peu comment fonctionne le rétrofit d'un point de vue pratique, technique. Oui, alors de façon générale, le rétrofit, et c'est comme ça d'ailleurs que l'association R, qui regroupe les différents industriels du rétrofit, a milité envers la direction énergie-climat pour obtenir cet arrêté en avril. Ça s'adresse à tous les véhicules roulants. Donc on parle des véhicules particuliers, des véhicules utilitaires, des deux roues, des camions, des bus. Donc dans la réglementation, c'est tous ces véhicules-là de plus de 5 ans. On a la capacité de les convertir à l'électrique, c'est-à-dire que on retire leur moteur initial et on met une chaîne de traction électrique à leur bord. Et l'idée qui est sous-jacente, c'est de travailler sur le parc roulant. Vous savez qu'aujourd'hui, on a les véhicules neufs qui sont vendus de nos jours. Bon, il y a une part croissante de véhicules électriques, mais même les véhicules thermiques qui sont vendus, ils sont sur des niveaux d'émissions de CO2 relativement faibles. Par contre, on a un parc roulant de 35 millions de voitures et plus, qui a pour le coup des niveaux d'émissions très variables en fonction de leur âge. Et c'est tout l'intérêt du rétrofit, c'est qu'on s'attaque à ce parc et pour accélérer sa décarbonation. C'est-à-dire qu'on va chercher des véhicules qui sont aujourd'hui sur des normes plus anciennes et on les ramène sur des véhicules zéro émission. Donc ça, c'est le premier apport du rétrofit, c'est de travailler sur ce parc roulant. Le deuxième, c'est évidemment des notions d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre à la casse un véhicule, en reconstruire un, on prend un véhicule existant et on lui donne une deuxième vie. Donc ça, c'est je dirais le deuxième avantage, avantage du rétrofit. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on en parle beaucoup parce que pour beaucoup de gens qui s'intéressent à la mobilité électrique, ça paraît être une solution de bon sens. Est-ce qu'il y a un avantage, on y viendra peut-être après, mais puisque vous parliez d'avantage, un avantage, comment dire, économique pour les clients? C'est-à-dire, si j'ai une ancienne voiture, est-ce que j'ai intérêt à la faire rétrofiter? Alors, aujourd'hui, on a évidemment des bonus et des primes qui viennent accompagner la démarche. Encore insuffisantes parce que on est une activité qui est émergente et que les moyens sont beaucoup concentrés sur le véhicule neuf. Donc, pour une première partie de la réponse, c'est que il y a des aides, mais elles sont insuffisantes pour rendre le rétrofit abordable. C'est quel niveau les aides à peu près? On a accès à la prime à la conversion, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire d'un véhicule, vous souhaitez le faire convertir électrique, vous allez bénéficier de 2 500 à 5 000 euros de prime. Par contre, si vous souhaitez acquérir un véhicule qui a déjà été rétrofité, parce que c'est possible aussi, là, le champ, c'est celui du bonus VO-VE, donc le bonus VO électrique d'occasion. Et là, c'est 1 000 euros. C'est que ces aides peuvent être complétées dans certains cas par des aides régionales, mais c'est beaucoup moins important et massif que les aides que reçoivent les véhicules électriques neufs, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, on dépasse très souvent les 10 000 euros en termes d'aide sur un véhicule électrique Oui, en neuf. cumulant les aides gouvernementales et les aides éventuellement locales.
Là, votre offre, elle s'adresse à qui? C'est qui vos clients en fait? Alors nous, effectivement, on a une spécificité, on est sur une niche, hein, on est sur les véhicules vintage. Elle s'adresse alors, beaucoup au départ ont cru que, on était une réponse à une contrainte réglementaire, c'est-à-dire, des personnes qui seraient installées, en bordure de ZFE par exemple et qui, avec leur véhicule ancien, se trouvent obligés de les convertir pour continuer à circuler. Alors, il y a peut-être des gens qui sont séduits par cette option, mais c'est pas vraiment la cible client parce que finalement, d'abord dans les ZFE, il y a des dérogations pour les cartes grises collection, donc il y a la possibilité de rouler en véhicule ancien thermique si on souhaite les conserver. Et puis, c'est pas encore aujourd'hui un véhicule du quotidien, un véhicule ancien. Par contre, l'idée, c'est on a une nouvelle génération qui arrive, qui reste séduit par la ligne de ces véhicules vintage parce qu'on a des lignes, faut le reconnaître, plus originales que ce qu'on voit tous les jours sur nos routes. Mais par contre qui, depuis son plus jeune âge est sensibilisé à la mobilité électrique, pardon. Et donc, il veut associer ce look du vintage à la mobilité électrique et donc c'est à ça qu'on répond aujourd'hui. C'est pour les enfants, petits-enfants des collectionneurs actuels, de dire, «Vous pourrez continuer à rouler avec, vos vieilles 2 chevaux par exemple, comme le faisaient vos parents et vos grands-parents, tout en préservant, la planète et puis surtout en bénéficiant, du confort lié aussi à la mobilité électrique». Parce que la motorisation électrique, elle apporte, aussi un confort de roulage. Vous êtes le premier prestataire de rétrofit à avoir reçu cette homologation du gouvernement en France, alors qu'il y a quand même un certain nombre de prestataires de rétrofit. Alors, en quoi elle consiste et quelles en sont les normes? Est-ce qu'elle est difficile à obtenir? Est-ce qu'elle coûte cher? Alors effectivement, on a été la première entreprise en France à homologuer un kit de conversion, celui de la 2 chevaux, hein, c'était l'an dernier. On vient d'homologuer celui de la 2 chevaux fourgonnette et puis on a d'autres projets, on en reparlera. Oui, elle est complexe à obtenir parce que, on est dans une activité encadrée. Le but évidemment final, c'est de protéger le client et donc évidemment, on a mis, toute une batterie de tests, à faire subir à nos véhicules. Et en gros, la logique est assez simple, c'est que quand vous enlevez un quelque chose qui était homologué et que vous remettez quelque chose d'autre, il doit répondre, ce composant doit répondre à la réglementation en vigueur. Donc, vous mettez un moteur électrique, il doit répondre à la réglementation R85. Il en va de même pour tout ce qui est sécurité électrique, pour ce qui est, sécurité des batteries, qui est un montant très important dans le coût de l'homologation, la sécurité des batteries. Et chacun a quelques exemples en tête, on comprend pourquoi c'est fait. Évidemment, il y a la partie freinage, il y a la sécurité du faisceau électrique que vous installez, et il y a notamment des tests autour de la CEM, donc la compatibilité électromagnétique. C'est de s'assurer que quand vous montez un kit sur un véhicule, que vous allez le brancher sur votre réseau domestique, il ne va pas créer de perturbations, ou à l'inverse, le véhicule ne va pas être perturbé par des ondes électromagnétiques ambiantes. Donc ça, voilà, c'est une batterie d'essai qui rendent l'homologation compliqué à obtenir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un bricolage de garage, hein. Les entreprises qui font du rétrofit ont un statut de constructeur automobile. Elles font des véhicules d'essai, elles testent et après elles vont utiliser les moyens d'essai, notamment de l'UTAC ou d'autres laboratoires agréés, qui appliquent les mêmes niveaux d'exigence que pour un constructeur automobile. Donc voilà, il y a une barrière technique. Il y a évidemment une barrière de coût parce que, il faut faire des prototypes de roulage, il faut faire des essais préalables, il faut aller en homologation, il faut, répondre à toutes ces, comment dirais-je, ces exigences. On parle de combien là, pour qu'on ait un peu une idée? Est-ce qu'il y a un montant moyen pour l'homologation de voiture? En gros, la première coûte assez cher parce que, comment dirais-je? Il y a aussi des logiques de série. C'est-à-dire que, quand vous faites une première homologation, vous devez passer toutes ces batteries de test et donc nous, pour la 2 chevaux, on part en centaines de milliers d'euros. Et les suivantes coûtent un peu moins cher parce qu'on n'a pas 100 des tests, à Mais reproduire. quand vous homologuez un modèle, par exemple la 2 chevaux, vous faites l'homologation pour générale, c'est-à-dire qu'après, toutes les voitures que vous sortez répondent à cette homologation. Alors, on fait une homologation par type, Ouais. c'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est la 2 chevaux 6, hein, qui est la 2 chevaux la plus répandue dans le parc automobile français. Donc, pourquoi on est sur un type? Parce que on doit partir de caractéristiques techniques communes, notamment sur la répartition des masses du véhicule, le poids total et tout ça. Donc, on peut pas partir sur l'ensemble des 2 chevaux existantes parce qu'elles n'ont pas tout à fait toutes les mêmes caractéristiques techniques.
Donc on est sur la 2 chevaux 6. Par contre, vous avez raison de le souligner, une fois qu'on a passé cette étape de l'homologation, on a un droit de produire en série. C'est-à-dire que on va pouvoir produire un kit de conversion en série et l'installer ou le faire installer par des installateurs agréés sur le parc roulant. C'est la grande différence avec des pays comme l'Angleterre, où ça paraît plus simple, mais on est sur une homologation à titre isolé, c'est-à-dire que chaque véhicule doit être présenté une fois qu'il a été transformé. On a, de ce point de vue-là, une délégation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu l'homologation, on a présenté un process de montage, on s'engage à le respecter et on produit en série. J'ai quelques questions un peu techniques là, mais qui vont certainement intéresser nos auditeurs. Par exemple, sur la question de la puissance. Alors je sais, je vous l'avais bien expliqué que la voiture doit respecter des normes et doit respecter son propre passé, on va dire, son propre passif en termes d'homologation, etc. Est-ce qu'un moteur électrique qu'on met sur une 2 chevaux, par exemple, est plus puissant que le moteur d'origine de la 2 chevaux, ou est-ce que la voiture est plus performante, ou est-ce que vous devez respecter la puissance en chevaux, par exemple, de la voiture d'origine? Oui, tout à fait. Dans l'arrêté, c'est écrit noir sur blanc. On doit être dans une fourchette entre 100% et 60% de la puissance d'origine. On ne peut pas la dépasser. Et au même titre que je citais la répartition des masses, où on doit respecter l'équilibre de la voiture d'origine, ce sont des notions de sécurité. C'est-à-dire que vous doutez bien que la voiture la 2 chevaux ou tout autre véhicule, les freins, les suspensions ont été réglés en fonction d'un certain niveau de puissance. Et si vous mettez plus de puissance que ce qui était prévu d'origine, là encore, vous ne pouvez plus garantir que le comportement de la voiture sera celui qui était prévu par le constructeur. Donc c'est important de respecter cela. Et là, pour le coup, la réglementation, c'est du bon sens. On ne dépasse pas la puissance d'origine. Mais par contre, en termes de conduite, évidemment, on bénéficie du couple immédiatement disponible d'un moteur électrique. Et dans le cas de la 2 chevaux, ça change beaucoup de choses parce que, évidemment, on n'achète pas une 2 chevaux pour sa vitesse de pointe. C'est des voitures qu'on conduit de 0 à 30, de 0 à 50 km/h. Et donc, d'avoir ce couple immédiatement disponible, on change complètement l'agrément de conduite du véhicule. D'ailleurs, dans certains cas, on lui redonne même une vocation un peu urbaine. On a eu l'occasion de faire pas mal d'essais pour des clients dans Paris. Et dans une ville comme Paris, où maintenant la limitation de vitesse est à 30 km/h, eux-mêmes reconnaissaient que c'est plus sympa et plus facile de respecter les limites de vitesse dans une 2 chevaux électrique que dans n'importe quel véhicule neuf électrique, parce que où tout est aseptisé, insonorisé, c'est toujours un peu plus frustrant d'être à 30 km/h. Donc vous avez transformé une voiture iconique campagnarde en véhicule urbain. Oui, tout à fait. Non, mais ça lui redonne, en tout cas, elle retrouve sa place, parce qu'en plus, grâce à ce couple disponible au feu rouge, on n'est pas obligé de faire hurler le moteur. La voiture démarre très très bien et elle s'inscrit complètement dans le flux de circulation. Il y a quelque chose qui m'a surpris dans vos caractéristiques de transformation, c'est le fait que vous gardez la transmission mécanique d'origine. Je pensais que quand on installait un moteur électrique, on enlevait aussi la boîte de vitesse. Et apparemment, c'est pas le cas là. Ça veut dire que les 2 chevaux que vous transformez ont toujours leurs 3 ou 4 vitesses d'origine. Oui, tout à fait. Alors à l'usage, en fait, on engage le 3e rapport et puis on la conduit quasiment comme une boîte automatique, parce que bien évidemment, au feu rouge, vous n'avez pas besoin de débrayer, le moteur va pas caler. Mais on a fait le choix de conserver la boîte, d'abord pour des raisons de simplicité. C'est qu'on a juste eu à créer une entretoise de liaison entre le moteur électrique et la boîte d'origine. Et c'est quand même aussi ça l'esprit du rétrofit, c'est de faire quelque chose qui soit... Il y a un esprit de frugalité qui va autour du rétrofit, c'est que j'ai un bien automobile, j'essaie de lui donner une seconde vie, j'essaie de faire une attention à l'utilisation des ressources. Et donc aujourd'hui, on a une boîte mécanique qui peut très bien s'utiliser avec un moteur électrique, et donc on a fait le choix de la simplicité et de la conserve. Et l'embrayage, on garde l'embrayage aussi? Ouais, on laisse l'embrayage, alors sachant que quand vous démarrez, vous pouvez passer la 3e sans embrayer. Par contre, pour passer la marche arrière, alors on a certains clients, des fois, quand il y a une ligne droite, ils passent la 4e pour que le moteur tourne un peu moins vite, mais très objectivement, elle a été, comment dirais-je, réglée pour fonctionner sur son 3e rapport dans toutes les situations. Il y a vraiment, si vous avez une côte très très raide et que vous êtes 4 dans la voiture, vous avez peut-être passé la seconde. Il y a juste la première vitesse qu'on a bloquée, parce que là, le couple est trop important et on veut préserver la mécanique. Donc, pas casser les cardans. On a bloqué. Exactement. Alors, parlons justement, parlons électrique et recharge notamment. Alors, vos voitures se rechargent sur des prises classiques de 120 volts.
Euh, on n'a même pas besoin d'une prise renforcée ou d'une prise un peu spéciale. Ça marche, on peut se brancher chez soi. Enfin, Alors, ce qu'on préconise, c'est évidemment d'avoir un réseau électrique en bon état, parce que, mais une prise 15 ampères fonctionne très d'accord. bien. Et comment dirais-je, on est sur une prise classique. On a un chargeur embarqué de 3 kilowatts qui permet de recharger la 2 chevaux en 3 heures 30 environ. Pour à peu près 90 Euh, km d'autonomie, c'est ça? ouais, Cycle c'est ça. WLTP? C'est le WLTP, ça, qui est dans notre cas assez. Enfin, on colle pas. Enfin, moi, dans les essais qu'on a fait successivement, on est très proche de ça. On n'est pas trop décalé par rapport à l'essai WLTP, parce que on n'a pas les moyens d'un constructeur qui va faire un vrai roulage sur un circuit et tout. Donc nous, on a fait un WLTP à l'UTAC, hein, mais avec beaucoup de chiffres, je dirais, simulés, et c'est assez défavorable comme calcul. Donc du coup, on est assez proche du résultat WLTP Oui, en et puis réel. ça corrobore ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, cette voiture-là, notamment, c'est un usage peut-être urbain, pas très rapide, et du coup, tout à fait propice à une autonomie probablement un peu meilleure. Oui, c'est ça. En fait, quand on interroge nos clients, c'est une vingtaine, une trentaine de kilomètres par Hmm. jour finalement. Il y en a qui la reprennent justement pour des trajets domicile-travail, euh, où voilà, les 90 kilomètres suffisent amplement. Euh, et puis après, c'est d'ailleurs le sujet général du rétrofit, hein. On est dans une réflexion d'un cas d'usage, c'est-à-dire que quand vous faites du rétrofit, vous devez vous adapter à un véhicule existant et intégrer une chaîne de traction et des batteries dans un véhicule existant. Donc il y a une notion de bien connaître l'architecture d'un véhicule. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme dans un véhicule électrique neuf, tapisser le soubassement de batterie. Vous n'avez pas démonté entièrement le véhicule. Donc il faut pouvoir s'intégrer à un véhicule existant. Et donc du coup, vous ne pouvez pas mettre trop de charge batterie en Bien fait. sûr. Parce Euh, qu'on est dépendant de la place, et si on veut mettre une grosse batterie, ça va remplir le coffre. Côté recharge, toujours, est-ce qu'on peut charger ailleurs que chez soi? Est-ce qu'on peut charger, par exemple, sur un chargeur public, sur une borne de recharge publique? Est-ce qu'on peut charger, par exemple, chez Unity? non, on peut pas charger chez Unity, puis en plus ça coûterait très cher. Non, ce qu'on est en train on a fini les essais là pour avoir un adaptateur type 2, parce qu'effectivement, on a, heureusement d'ailleurs, un réseau de recharge qui s'étoffe en France, et donc afin de pouvoir en profiter, on est en train d'adapter, je dirais, notre système pour pouvoir utiliser les prises de type 2. Euh, donc ça, c'est une modification qu'on est en train de faire. Dernière question sur la technique. Quand on électrifie une vieille auto, est-ce qu'on doit... Alors vous avez un peu répondu tout à l'heure en disant qu'effectivement il fallait rester dans les normes de la voiture. Mais est-ce qu'on doit remettre aussi à niveau d'autres éléments? Est-ce qu'on risque pas de créer un décalage entre l'ancienneté, par exemple, des amortisseurs et des freins, et puis un moteur tout neuf, assez fringant? Donc est-ce que vous avez là-dessus est-ce que vous faites une checklist, un contrôle un petit peu des éléments de sécurité tels que les freins, les Oui, amortisseurs? tout à fait. Alors, la réglementation encadre cela, je le disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que, en gros, sur la partie performance, on est dans les niveaux de performance du véhicule d'origine, et également dans son équilibre d'origine. Donc tout ce qui est assiette, répartition des masses, on est resté. Par contre, effectivement, la réglementation prévoit qu'on s'assure que le véhicule qui va être converti est en bon état général. Et donc nous, on a fait une checklist avec un certain nombre de points de contrôle pour s'assurer que le véhicule qu'on va rétrofiter est en bon état. Donc généralement d'ailleurs, il y a parfois des interventions mécaniques à faire avant de convertir un véhicule. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une dernière question. C'est la 2 chevaux rétrofitée, elle fait le même poids à la fin que le modèle d'origine, ou est-ce qu'elle est plus légère, plus Alors, lourde? le poids à vide, on a une tolérance de 20% du poids à vide. Par contre, le poids total en charge ne peut pas être modifié. C'est-à-dire que on se retrouve Hmm. parfois avec une charge utile un peu, comment dirais-je, modifiée. Donc la voiture est un petit peu plus lourde, mais on doit être elle prend une 15 ou 20 kilos au total. Sur le mode de fonctionnement, et on va dire le mode commercial, vous rétrofitez des voitures que vous apportent vos clients, ou est-ce que c'est vous qui les sélectionnez vous-même? Bah, aujourd'hui, on fait les deux, parce qu'effectivement, on a une demande de clients qui nous demandent des véhicules déjà convertis. Et on a effectivement d'autres clients qui nous disent: «Bah, voilà, j'habite dans telle ville,
je souhaite convertir mon véhicule. Donc ça, les 2 existent et pour répondre à ces 2 demandes, on forme un réseau d'installateurs agréés. Donc c'est notre responsabilité, c'est-à-dire qu'ils suivent une formation chez nous. On vérifie, leurs capacités techniques. Ils ont, des niveaux de connaissances initiaux, importants. Ce sont des professionnels automobiles, hein, donc ça peut pas être, n'importe qui s'improvise pas, installateur de kits, rétrofit et donc voilà, on essaie de créer un réseau pour couvrir le territoire français et de façon à pouvoir répondre, à toutes les demandes de personnes qui souhaiteraient convertir leur véhicule. D'accord, vous proposez pour l'instant, on a beaucoup parlé de la 2 chevaux. Alors, les 2 chevaux, ça commence à se faire, pardon, un peu rare. Vous avez commencé à travailler sur, excusez-moi, sur d'autres véhicules, sur de nouveaux véhicules ou des voitures différentes, un peu plus récentes. Oui, alors, rare, pas tant que ça, parce que la 2 chevaux, c'est un des véhicules anciens les plus répandus dans le parc, hein. Il y en a, si on regarde les statistiques de la 3A, on a un parc de 100 000 véhicules. Et sur les 2 chevaux 6, on est, c'est 70-80% du parc, hein. Donc, il y a plusieurs dizaines de milliers de véhicules qui circulent encore. La 2 chevaux 6, c'était la dernière version, la dernière Exactement. itération de la gamme, ouais. Ouais. D'accord. Donc, Elle a été c'est la arrêtée plus en quelle répandue année, aujourd'hui. Donc ça, vous avez sur 80, début des années 80? 91, ouais. 91, Mmh. d'accord. Mmh. On en vient d'homologuer donc le kit de la fourgonnette, qui est un véhicule plus rare, mais emblématique pour aujourd'hui. Voilà, on a des entreprises en centre-ville qui veulent un véhicule de livraison à forte image et qui sont très intéressés par cette offre. Donc effectivement aujourd'hui, la difficulté c'est que c'est un véhicule un peu plus rare qu'il faut trouver en bon état pour le convertir, mais c'est quelque chose qui séduit pas mal de clients professionnels d'avoir un VU un peu différent. On est et évidemment, on a une réflexion autour du véhicule vintage en général parce que le principe, c'est d'arriver à maintenir aussi ces éléments de patrimoine sur nos routes. Donc, on a là, c'est plus un secret, mais on a en ce moment la 4L, on a démarré les essais. Donc, dans les quelques mois qui arrivent, on aura un kit pour la Renault 4. Et voilà, dans cette idée, évidemment, je vous laisse réfléchir, mais sur des véhicules un peu iconiques, il y en a quelques-uns aujourd'hui en France ou en Europe qui ont marqué les esprits des populations. Et donc, c'est vraiment sur ces véhicules-là auxquels on s'intéresse. Évidemment, il faut qu'il y ait un parc roulant important derrière, de façon à pouvoir amortir le coût initial de l'homologation. Justement, parce qu'on parle de coût initial, aujourd'hui c'est une activité rentable d'une façon générale et chez vous? Alors, c'est pas une activité rentable parce qu'elle est émergente. Donc, comme toute nouvelle technologie et nouveau marché, il y a une phase d'investissement. Et donc, notre entreprise et puis les autres, hein, sont toutes aujourd'hui en phase d'investissement. Et la rentabilité, elle se fait sur plusieurs années, hein, parce que c'est un marché aujourd'hui qui doit encore émerger. Il n'y a pas encore assez d'offres. Nous, aujourd'hui, effectivement, on pourrait se targuer d'être les premiers à avoir homologué, mais aujourd'hui, moi, je vous dirais, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'offres parce que pour animer ce marché, parce qu'on voit bien que la clientèle a parfaitement compris tout l'intérêt de la solution, mais comme dans n'importe quel marché, les gens ont envie d'avoir le choix et c'est ça aujourd'hui qui manque à l'émergence de la conversion électrique en France. Oui, c'est vrai. En fait, il faut créer une dynamique de marché qui n'est pas encore là, du fait notamment des gros investissements au départ, notamment de l'homologation. Ouais, et puis surtout et puis un peu de la crise sanitaire parce que en 2018-2019, on a commencé à travailler avec la direction énergie-climat comme j'expliquais. Il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient quasiment bouclé des levées de fonds et qui étaient prêtes à initier leurs travaux et en fait elles ont toutes perdu 18 mois avec la crise sanitaire parce que tout s'est arrêté du jour au lendemain pour elles et qu'elles doivent redémarrer à zéro leur recherche de financement. Donc on a plein de très beaux projets dans les cartons. Il y a des véhicules d'ailleurs prototypes qui circulent pour ces entreprises, mais elles doivent boucler leur financement pour balancer l'homologation et l'industrialisation des kits parce qu'on l'a dit tout à l'heure, cette solution-là, elle ne vaut le coup que si vous mettez en place derrière des capacités de production pour produire en série ces kits. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique et éventuellement même en voiture rétrofitée? Alors, la semaine, je roule en voiture électrique, ouais. Parce qu'en fait, je fais 50 km, donc je fais 100 km par jour. Et comme
comme beaucoup de gens, j'ai vu tout l'intérêt de passer à l'électrique et puis quelque part le sentiment d'apporter ma petite pierre à l'édifice en termes de réduction des gaz à effet de serre. Je suis comme beaucoup, je pense que ça reste encore un produit qui est cher. C'est très agréable au quotidien. Malheureusement, comme pour le rétrofit, le véhicule électrique est pas encore assez démocratisé. Là aussi, l'offre doit probablement s'élargir vers le bas en termes de coûts. Mais en tout cas, c'est un superbe véhicule au quotidien et ça apporte à la fois la satisfaction de faire du bien à la planète, mais en même temps, en confort de roulage, c'est exceptionnel. Et le week-end, j'ai retrouvé le goût à rouler différemment. Et effectivement, aujourd'hui, surtout quand les beaux jours arrivent, je roule en véhicule vintage rétrofité. Donc c'est vrai que je suis pas en 100% électrique parce que ça serait mentir, parce que je retrouve parfois le plaisir le dimanche matin d'aller faire une petite balade discrètement. Mais c'est vrai que ça fait partie de mon quotidien. Et j'en tire un grand plaisir. Merci beaucoup Stéphane Vimès. Je rappelle que vous êtes directeur général de Airfit Vintage, une entreprise spécialisée dans le rétrofit. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais, comme vous le savez. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Je vous rappelle aussi que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. À la semaine prochaine.